Je m'appelle Carlos, comme Caroline a dit, je suis en train de terminer, en espérant que ce soit dans les prochains mois, mon doctorat en sciences biomédicales à Trois-Rivières. C'est un programme joint avec l'Université de Montréal et bon, en spécialisation en neurophysiologie de la douleur et en fait relié à des thérapies manuelles parce que moi, à la base, comme Caroline l'a dit, je suis chiropraticien. J'ai travaillé pas mal d'années, ça va faire 20 ans cette année en fait, et j'ai décidé un peu tard d'aller suivre les voies de la recherche pour essayer d'expliquer un peu mieux ce que je voyais dans la clinique avec mes patients. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, bien sûr, de la douleur chronique comme une question centrale. En fait, bon, c'est un jeu de mots. Je vais vous parler de certains mécanismes qui sont considérés comme très importants dans le développement de la douleur chronique au niveau du système nerveux central, mais aussi, bien évidemment, de pourquoi la douleur chronique est-elle une question centrale, qu'est-ce qui est important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que le plus pratique par rapport à ce que Caroline m'a dit avant, ça serait dans le chat et puis après on en parle, mais si jamais il y a quelque chose qu'il faut se parler à ce moment-là, je pense qu'aussi sur le chat, peut-être que Caroline vous autorisera pour suivre les démarches que vous suivez normalement pour ces présentations. Donc, je vais commencer avec des données que je pense que vous connaissez bien. C'est des données qu'on connaît bien au Canada, mais en fait, ce sont des statistiques qui sont les mêmes au niveau global. Une personne sur 5 vit avec de la douleur chronique, donc souffre de la douleur chronique. C'est une statistique assez importante, ça fait 20% de la population, et ce n'est pas une statistique qui est en train de diminuer, mais au contraire, c'est une statistique croissante. Donc la douleur chronique a quand même un impact très important, et cet impact ne l'est pas seulement pour les personnes qui, comme vous ou certains d'entre vous, souffrent de la douleur chronique, mais il y a aussi un impact à tous les niveaux. Ici, je vous dis la douleur chronique combien, c'est-à-dire il y a des coûts qui peuvent se mesurer dans ce que ça coûte à nos gouvernements, à nos systèmes de santé, etc. Et ce qui est important, je voulais vous surligner un peu ici, c'est que, je ne peux pas faire les effets, attendez, ok, voilà. C'est que la douleur chronique a des coûts qu'on appelle directs. Ici, en fait, vous voyez, il y a 3 chiffres différents parce que ce sont 3 études différentes, mais qui sont arrivées en fait à des chiffres très similaires, annuels, environ 16 milliards de dollars annuels en coûts directs, c'est-à-dire les coûts associés au traitement de la douleur, les frais d'hôpitaux, les médicaments, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les coûts de la douleur chronique sont plus importants quand on tient en considération les coûts indirects. Ils sont à peu près 50% plus élevés que les coûts directs. Et qu'est-ce que ça veut dire, les coûts indirects? En fait, c'est ce que ça coûte la société. Surtout parce que quand on souffre de douleur chronique, on n'a pas la même capacité de fonctionner. On a un certain niveau d'incapacité ou de handicap par rapport à si on n'avait pas cette douleur chronique-là. Et en fait, ce sont des chiffres du Canada, mais ce sont des chiffres qui peuvent refléter ce qui se passe dans la plupart du monde parce que de nos jours, la douleur chronique est en fait la première cause d'incapacité au monde, incapacité ou handicap. C'est-à-dire, c'est la première raison pour laquelle une personne au niveau global n'est pas capable ce jour-là d'aller travailler ou de faire les tâches dont il doit prendre charge à la maison, de prendre soin de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Donc, l'impact est important. C'est pour ça qu'en 2019, le gouvernement fédéral a nommé un groupe de travail canadien sur la douleur qui a émis un rapport un rapport en 2019, un rapport en 2020, un rapport en 2021, qui a surtout dessiné le cadre pour le gouvernement. Et je vais vous laisser à vous-même de lire, mais surtout, je tiens à surligner la dernière phrase. Il y a un pourcentage très important de personnes qui vivent avec la douleur chronique,
mais autant eux comme leurs proches méritent mieux. C'est-à-dire le problème, il est là, et le problème grandit parce qu'on n'a pas encore trouvé de bonnes solutions ni de façon de gérer. En fait, une des raisons pour lesquelles le fardeau et le problème de la douleur chronique ne fait que grandir, c'est qu'on ne connaît pas très bien qu'est-ce qu'est la douleur chronique et quels sont les mécanismes qui mènent à la douleur chronique. Donc moi, je voudrais commencer par une définition. C'est une définition médicale qui peut sembler arbitraire, en fait. La douleur chronique, en fait, se définit par la durée, par le temps. Quand on a une douleur qui persiste ou aussi qui récidive, parce que ça peut partir et revenir, quand ça persiste ou récidive pendant 3 mois ou plus, la douleur est considérée comme chronique. Quand je vous disais, ça peut sembler arbitraire, mais en fait, ça correspond à un seuil qu'on a établi d'une façon, c'est vrai, plus ou moins arbitraire, mais un seuil qu'on a établi parce que c'est à peu près le temps qui est nécessaire pour que nos tissus soignent et guérissent par eux-mêmes. Ici, on montre différentes étapes de régénérescence de tissus musculaires et la plupart de nos tissus, en fait, vont être situés ici en bas de cette diapositive, vont être en phase de régénérescence après 3 mois. Donc, si on a une douleur qui persiste après une blessure et qu'elle persiste pendant plus de 3 mois, c'est-à-dire qu'elle persiste au-delà, elle a dépassé les temps considérés comme normal de guérison. Et donc, du coup, si on a cette douleur, c'est parce qu'elle n'a plus une fonction d'alerte pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va mal et qu'il faut qu'on guérisse, vu que les temps de guérison sont déjà passés. Donc, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir un peu s'expliquer par rapport aux recherches qui ont été faites, surtout pendant les derniers 20-30 ans. Et c'est de ça que je vais vous parler un peu plus. Donc, pour commencer ou pour continuer un peu, cette douleur chronique, elle peut avoir un impact sur plusieurs régions du corps, mais plus souvent, elle a un impact sur soit une région spécifique, comme vous voyez plutôt ici à gauche, c'est des régions spécifiques au niveau lombaire, au niveau du cou, au niveau de l'épaule ou des maux de tête, surtout ce qu'on considère des tissus musculo-squelettiques, mais aussi elle peut avoir un impact plutôt dans tout le corps de façon généralisée. Les arthrites en général ont tendance à influencer, à avoir un impact sur beaucoup de tissus au niveau du corps. Nous savons de nos jours que le cancer a tendance à créer aussi des douleurs chroniques qui sont souvent généralisées aussi. Et il y a des maladies comme la fibromyalgie qui sont une des caractéristiques, c'est précisément que la douleur est quand même pas mal répandue dans tout le corps, pas mal généralisée. En fait, malgré tout ça, les 4 manifestations, les 4 régions où la douleur chronique se manifeste le plus souvent sont celles qui sont montrées ici. Plus couramment, c'est les douleurs lombaires. Je pense que si on fait une levée de main, on va trouver beaucoup de monde qui malheureusement souffre de la douleur lombaire depuis plus de 3 mois. J'en suis entre ceux-là. Douleur au cou, maux de tête, migraine ou douleur orofaciale qui inclut aussi l'articulation temporomandibulaire. C'est des syndromes très communs. Et en fait, ce sont les manifestations les plus communes de douleurs chroniques. Et en fait, ces manifestations, excusez-moi, ça nous indique où est-ce que la douleur est perçue, mais ça ne nous dit pas nécessairement d'où est-ce que cette douleur vient. Je vais vous expliquer un peu ça, parce qu'il y a 5 ans, seulement 4 ou 5 ans, l'Association internationale pour l'étude de la douleur a proposé une classification de douleur qui est celle qui est reflétée ici, pour diviser les douleurs chroniques, en fait, dans 2 genres, la douleur chronique primaire et les syndromes de douleur chronique secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une douleur chronique secondaire apparaît quand la douleur est la conséquence d'une pathologie ailleurs. Par exemple, la douleur reliée au cancer, c'est une douleur qui est provoquée par le cancer ou le traitement du cancer. La douleur chronique post-chirurgicale est une conséquence de cette chirurgie, donc on connaît la cause
Et on sait que la douleur se maintient parce qu'il y a des mécanismes associés au cancer, par exemple, ou si on va un peu plus bas, à la douleur neuropathique, c'est-à-dire quand on a une blessure au niveau d'un nerf, par exemple le nerf sciatique. Ça peut provoquer des douleurs chroniques secondaires à cette neuropathie du nerf sciatique. Mais en fait, ce qui est intéressant et aussi ce qui nous coince au niveau de la recherche, c'est que la plupart des douleurs ne sont pas des douleurs chroniques secondaires, mais la plupart sont plutôt des douleurs chroniques primaires. Et pour les douleurs chroniques primaires, euh, ce qui a été proposé comme nouveauté en 2018-19, c'est que la douleur en soi est le problème. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la douleur ne serait pas une manifestation ou un symptôme d'une autre maladie, mais il y aurait une dérégulation, un dérèglement, un déséquilibre dans notre système de transmission et perception de la douleur qui serait responsable de cette douleur chronique. Donc, comme quoi, il faudrait adresser en premier coup la douleur et non pas adresser une potentielle cause de la douleur secondaire. Donc, je vais vous donner certains exemples. Par exemple, un exemple de douleur secondaire, c'est l'arthrite rhumatoïde. On sait que la cause, en fait, c'est une maladie inflammatoire qui crée l'inflammation des articulations. Elle gonfle. Quand il y a une inflammation, on a mal. Et puis l'inflammation est très, très corrélée, très reliée à cette douleur. Elle peut avoir un impact sur plusieurs articulations, très souvent les articulations de la main, aussi assez souvent le pied, le genou, etc. Donc ici, on a une cause primaire, c'est l'arthrite rhumatoïde, et une manifestation secondaire, c'est la douleur qui malheureusement est chronique parce que ces crises inflammatoires sont souvent répétées et récidives. Un autre exemple, comme je vous disais avant, c'est la douleur reliée au cancer. Euh, Ici, vous pouvez voir certaines statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en fait quelque chose sur laquelle on a prêté attention relativement récemment. Il y a une quinzaine d'années, on a commencé à voir, on a eu des rapports qu'un pourcentage très élevé de patients, plus de la moitié de patients qui reçoivent du traitement pour le cancer, ont après une douleur qui souvent devient chronique. On ne connaît pas très bien les mécanismes, mais on sait en fait quelle est la cause parce que ces patients-là, sans le traitement, sans le cancer, n'auraient pas développé cette douleur chronique. Donc, pour la douleur secondaire, c'est un peu plus facile. Pour la douleur primaire, c'est un peu plus difficile. Et en fait, parfois, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas nécessairement quelque chose auquel on aurait pensé. Moi, comme chiropraticien, j'ai vu des images comme ça depuis plus de 20 ans. C'est une image d'IRM, de résonance magnétique. Vous pouvez voir ici, c'est la colonne lombaire, c'est la première vertèbre lombaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis le sacrum. Et entre les vertèbres, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez, et peut-être que vous avez déjà eu aussi des IRM, on a les disques intervertébraux. Puis les disques, ils sont tous blancs, sauf celui-ci qui est un peu plus foncé et qui dépasse dans ce qu'on appelle le canal médulaire, le canal spinal. Et en fait, on devrait avoir une image de plus, mais certainement ici, on est devant une hernie discale. Et en fait, on fait des IRM assez fréquemment depuis plutôt 30 ans déjà. Donc, quand on a commencé à faire les IRM, et on était devant une IRM comme celle-ci, pour un patient qui souffrait d'une douleur lombaire depuis 3 ans, on se disait, ben voilà, on a découvert le problème, c'est l'hernie discale. Donc, l'hernie est la cause des lombalgies chroniques, ou au moins de cette lombalgie chronique. Malheureusement, les recherches nous ont prouvé le contraire. Nous ont prouvé que si ces patients-là avec l'hernie discale se faisaient opérer, leur douleur chronique, parfois, très souvent d'ailleurs, restait, et parfois, elle augmentait. On a aussi fait pas mal d'études qui nous ont démontré que beaucoup de personnes souffrant de douleurs chroniques au niveau lombaire se faisaient des preuves d'IRM et on voyait aucune trace d'hernie discale ou de protrusion qui sont, on va dire, une étape un peu plus tôt. Et aussi le contraire. On a vu que chez beaucoup de personnes qui n'ont aucun symptôme, qui n'ont pas de douleur ni aiguë ni chronique, on peut trouver 2 ou 3 hernies discales parfois. D'ailleurs, après la quarantaine, c'est très courant de trouver des changements
dégénératifs, des protrusions discales, des hernies discales même, chez au moins 25% de la population sans symptômes. Cela nous dit qu'en fait, l'hernie discale ne peut pas être la cause de la plupart des douleurs chroniques lombaires, qui est, je vous répète, comme on a dit avant, c'est en fait la manifestation la plus commune de la douleur chronique. Donc on voit ça, on se dit, OK, c'est une douleur secondaire, mais en fait non. La plupart des douleurs chroniques lombaires, on pense que c'est des douleurs primaires, qu'il y a quelque chose qui nous rend en fait plus sensibles à la douleur. Et qu'on ait ou qu'on n'ait pas une hernie discale ne marque pas précisément la différence pour développer la douleur chronique. En fait, c'est pour ça qu'on peut trouver des graphiques comme celui-ci qui essayent d'expliquer, avec en fait, le but, c'est un but très bénin, qui essaie d'expliquer quels facteurs peuvent mener à la douleur chronique, comme par exemple une mauvaise posture, une mauvaise position, un mauvais matelas, des ergonomies incorrectes au travail ou l'utilisation de talons à aiguilles très souvent. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Malheureusement, ces facteurs, on va les appeler des facteurs périphériques, des choses qui ont un impact sur notre colonne lombaire au niveau de la mécanique de la colonne lombaire. On n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour démontrer que ces facteurs-là peuvent provoquer de la douleur chronique. Sinon, ça serait trop simple. On interrompt ces comportements qui mènent à la douleur chronique et on serait tous guéris. Mais ça ne marche pas si facilement que ça. Et en fait, on voit qu'il y a des personnes qui ont des positions, une ergonomie très pauvre, mais qui ne développent jamais de la douleur chronique. Et au contraire aussi, des personnes qui ont une super position, une ergonomie parfaite, qui font du yoga, mais qui quand même développent la douleur chronique. En fait, ceci est beaucoup plus complexe, beaucoup moins attirant. Je vous avoue que ce graphique que je vous présente là n'est pas très attirant, mais en fait, ça vient d'un article scientifique publié dans le Lancet. C'est en ce moment le journal médical le plus important au monde. C'est une publication en fait très importante sur la douleur chronique qui date d'il y a 1 an et demi à peu près. Et en fait, ce graphique, il essaye d'intégrer les différents facteurs qui peuvent avoir un impact sur la douleur chronique. Ça commence par parler de la nociception. La nociception, vous connaissez peut-être déjà à cause d'autres présentations, mais je vous explique que c'est la transmission de messages potentiellement douloureux. Donc, il y a des messages qui se transmettent, mais qui ne mènent pas nécessairement à la douleur ou à la souffrance, parce que la perception de douleur et souffrance vont dépendre non seulement de cette nociception, mais de facteurs socioculturels, biologiques ou physiques. Évidemment, le fait d'avoir une hernie discale peut mener à la douleur, évidemment, mais ce n'est pas un critère nécessaire. Et des facteurs aussi psychologiques. Ça veut dire que quand on a une douleur chronique, oui, on a quelque chose qui envoie un message douloureux, mais il y a d'autres facteurs qui en même temps jouent pour qu'on arrive à avoir de la douleur ou en souffrir. Ce n'est pas la même chose parce qu'entre douleur et souffrance, en fait, on voit qu'il y a une différence, surtout au niveau de l'impact émotionnel. Bon, on va parler un tout petit peu de ça, mais ça devient aussi plus complexe. En fait, je vais vous donner un autre exemple. Ce graphique-ci vient d'une étude qu'on espère pouvoir publier très bientôt. Il vient d'être presque accepté. C'est une étude qu'on a fait en Espagne. Moi, je suis à la base et on a fait une étude chez des patients de chiropratique, de chiropraticiens. Pendant la COVID, pendant qu'ils étaient au confinement, on voulait savoir comment se développait leur douleur pendant le confinement qu'on a eu en Espagne et quels facteurs avaient une influence sur cette douleur. Quand on parlait de facteurs, on a regardé presque exclusivement des facteurs psychosociaux, c'est-à-dire s'ils habitaient seuls, par exemple, s'ils avaient perdu leur travail, quelles étaient leurs émotions pendant la COVID. Et on a divisé notre groupe de à peu près 700 personnes qui avaient de la douleur aiguë et chronique, surtout au niveau du dos, pas seulement, mais surtout. Et on a étudié l'interaction entre les différentes variables. Donc, ce que vous voyez ici, chaque bulle avec un chiffre, ça représente une variable, surtout des variables, comme je vous dis, psychosociales, et des variables associées ou reliées à la douleur. Et les lignes représentent des interactions entre ces variables. Si les lignes sont plus grosses, ça représente des interactions plus importantes. Si elles sont plus minces, c'est des interactions plus superficielles. Et je vous montre cette figure parce qu'en fait, je pense qu'elle est très représentative de différences entre des personnes qui souffrent d'une douleur récente,
aiguë, où il y a quelques interactions avec ces variables psychosociales et des personnes qui souffrent d'une douleur chronique, où vous pouvez voir vraiment, il y a un réseau très complexe d'interactions entre des variables qui sont reliées à est-ce que j'ai perdu mon travail, est-ce que j'ai peur à cause de la COVID, est-ce que ça m'empêche de faire certaines tâches. Donc tout ça interagit au niveau de notre système nerveux et c'est en fait de ça, de ce que je vais vous parler un peu plus tard, surtout du système nerveux, pas tellement de l'aspect psychosocial. Donc, on a toutes ces informations, mais quand on se pose la question, comment est-ce qu'une douleur chronique apparaît, comment est-ce qu'elle se développe, la réponse est simple. En fait, on ne sait pas. On connaît certains facteurs, on connaît certaines interactions, on connaît des différences. Qu'est-ce qui se passe quand la douleur est chronique comparé à ce qui se passe quand la douleur est aiguë? Mais comment se développe la douleur chronique? On n'a pas encore de réponse. Mais une des clés pour bien comprendre tout ça, sinon peut-être la clé principale pour comprendre tout ça, c'est le système nerveux. Donc, je vous propose cette figure. Et cette figure, en fait, représente le système nerveux divisé en deux. En bleu, vous pouvez voir ce qu'on appelle les nerfs périphériques ou le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique commence par des terminaisons nerveuses qui sont dans toutes les parties, presque toutes les parties de notre corps. C'est des terminaisons qui vont s'activer quand il y a quelque chose qui peut endommager une partie de notre corps. Et le message est transmis par le système nerveux périphérique jusqu'au système nerveux central. Et c'est là où, en fait, on a une perception de douleur. C'est-à-dire, cette transmission initiale ne mène pas à la douleur, mais une fois que cette transmission arrive au système nerveux central et que ce message arrive au cerveau, c'est là où on perçoit la douleur. Ce qui est dessiné ici en orange, orange plus clair, jaune et blanc, ça représente ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc, il y a plusieurs parties, la moelle épinière, puis le cerveau, avec différentes parties incluses dans le cerveau. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, mais déjà, il y a presque 400 ans, Descartes nous avait proposé un modèle très similaire. Dans ce modèle, lui, il avait dessiné, en fait, c'est un dessin originel de Descartes qui est très souvent utilisé pour des conférences de recherche en douleur, que quand on touche, ou on touche, pas seulement on touche, non, mais notre corps est en contact avec quelque chose qui peut nous faire mal, par exemple la chaleur, le feu. Il y a un message qui est transmis par des nerfs, puis la moelle épinière, et que quand ça arrive au cerveau, c'est là où on perçoit la douleur, pas avant. Il n'avait pas tort. Évidemment, les connaissances sont beaucoup développées depuis, mais il n'avait pas tort. Et une des choses qu'on sait depuis à peu près, c'est 70 ans déjà, depuis que deux chercheurs à McGill ont développé une théorie, c'est que quand ces messages sont transmis, notre système nerveux a la capacité de moduler, de régler ces messages pour, d'un côté, les amplifier s'il veut nous protéger. Ben, si on perçoit une douleur plus grande, on va avoir une tendance plus grande à se protéger de quelque chose qui peut nous faire mal. Ou au contraire, si en fait le message n'est pas perçu comme très important par rapport à d'autres choses qui ont plus d'importance, il peut aussi atténuer le message. Donc on a ces deux options et notre système nerveux joue constamment avec ces deux options. En général, ce qu'on voit chez des personnes qui ont de la douleur chronique, c'est que le message est plutôt amplifié, qu'il y a ce qu'on appelle une sensibilisation, sensitization en anglais, qui peut avoir lieu à trois endroits. Soit au niveau périphérique, c'est-à-dire dans ces terminaisons nerveuses dont je vous parlais avant, soit au niveau central. Et au niveau central, on parle souvent de la moelle épinière, je vais vous expliquer un tout petit peu ça, ou même au niveau du cortex cérébral. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que notre système nerveux, il a la capacité, comme si on avait accès à un bouton de réglage du volume, il a la capacité d'augmenter ou de diminuer ce message s'il pense que ce qui est arrivé représente un danger potentiel ou au contraire, s'il pense que le danger n'est pas si important que ça. Évidemment, ce qu'on voit chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, c'est que le message est amplifié. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Ben pour ça, je vais vous faire une autre analogie. C'est une analogie qui s'utilise très souvent pour la douleur. Je suis certain que vous en avez entendu parler. C'est que la douleur fonctionne d'une façon comme un détecteur de fumée, à peu près.
Donc, je vais essayer de vous expliquer la double analogie, on va dire. Donc, on a comme une activité de base où on est loin d'un seuil. Le seuil, c'est à partir du moment où le détecteur de fumée s'allume, se déclenche, ou, pour faire l'analogie avec la douleur, que nous, on commence à avoir une expérience douloureuse. Donc, pendant ce temps, on a beaucoup d'espace pour, imaginez, je vais vous dire, si vous commencez à faire à manger, etc., ben, il y a pas mal de fumée qui doit s'accumuler pour que le détecteur se déclenche. Pour la douleur, imaginez que je pars courir là, moi je fais des courses, je fais des marathons, ben, je vais courir, je me suis dit: «OK, je vais faire 20 kilomètres aujourd'hui» et puis mon genou, il commence à se charger un peu, donc je commence à courir et puis petit à petit, il y a des messages qui me rapprochent de ce seuil et aussi c'est important de comprendre ça parce que c'est vrai que si moi je pars courir là, ça c'est possible que pendant 1 heure, j'ai pas de douleur, puis à un moment donné, je commence à avoir douleur parce que j'ai traversé le seuil, puis je me suis dit: «Ah bah, ça doit être quelque chose que je viens de faire là tout de suite». Mais souvent ce n'est pas le cas, mais c'est une accumulation. Donc c'est pareil pour la fumée, ça commence à s'accumuler, puis on atteint le seuil et là on a mal ou le détecteur de fumée se déclenche. Donc ici, souvent on a l'option de dire: «OK, allez je vais arrêter de faire à manger, je vais ouvrir les fenêtres». Quoique, j'ai vu les températures pour le week-end prochain, moins 33 degrés samedi. Je ne sais pas si si je vais faire ça à la première option. Donc je vais arrêter de cuisiner au moins, j'arrête de courir et je vais essayer de retourner à ma ligne de base. Mais imaginez-vous qu'au lieu de faire ça, j'ai vraiment envie de manger mon burger et je me sens comme si j'étais, en train de faire une barbecue et du coup, je recommence à faire à manger ici, je suis ici. Donc je ne suis pas très loin de ce seuil, ce qui veut dire qu'il y a très peu de fumée qui peut s'accumuler pour que l'alarme recommence. C'est pareil pour l'analogie au niveau de la course. Je suis parti courir, je suis loin de chez moi, j'arrête un tout petit peu, je me dis: «Allez, je vais redémarrer». Je vais être pendant un bon moment, je vais être ici. Ça se peut que j'arrive à gérer, mais ça se peut aussi que j'arrive au niveau du seuil, que j'ai mal et que je dois m'arrêter. En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que notre ligne de base n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus sensibles. Bah, ici, il est écrit extra sensible. Il y a des gens qui vont être plutôt ici. Il y a des gens qui vont être plutôt ici. Et puis nous-mêmes, il y a des moments dans notre vie où nous sommes ici en bas, où nous sommes ici en haut, etc. Il y a des choses qui nous ramènent plus près du seuil. Et quand ces choses nous ramènent plus près du seuil, en fait, ce que ces choses font, c'est qu'elles forcent notre système douloureux à tourner ce bouton de volume, de réglage de volume, un peu plus vers le haut. Ça nous ramène et ça nous fait devenir plus sensibles. En général, on va parler de 2 façons de sensibiliser notre système. Une sensibilisation plutôt périphérique et une sensibilisation plutôt centrale. Je vais essayer de en fait, c'est des concepts assez complexes, mais je vais essayer j'espère que vous pouvez me suivre. Donc, une chose est la sensibilisation périphérique. Par exemple, j'ai mon détecteur de fumée, il peut devenir plus sensible parce qu'il y a des choses autour de lui, dans sa périphérie, qui le font devenir plus sensible. Imaginez-vous si, près du détecteur de fumée, je suis en train de faire à manger, mais je prends aussi une douche et à la vapeur d'eau, vous savez, ça m'est arrivé qu'avec la vapeur d'eau, l'alarme se déclenche. Donc, du coup, c'est possible qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à la douleur, mais qui déclenchent cette douleur, comme par exemple la vapeur d'eau, dans ce cas. Chez nous, c'est pareil. Il y a des choses qui peuvent nous sensibiliser. Par exemple, si vous n'êtes jamais brûlé la peau, je crois que c'est possible que ça vous est arrivé parce que l'été ici, quand même, le soleil frappe fort. On se brûle la peau, puis après ça, on sait que toute stimulation de la peau, même si c'est une stimulation complètement euh, qui n'est pas du tout dangereuse, on se touche la peau, on se caresse, on va sous la douche, toute température, toute pression, même caresse sur la peau, va nous créer une sensation douloureuse. Et en fait, ceci arrive parce que au niveau périphérique, pas au niveau central, notre peau s'est sensibilisée. Et ceci arrive quand on a de l'inflammation. En fait, la sensibilisation périphérique est très reliée à l'inflammation. Qu'est-ce qui arrive quand on a une inflammation? Ben, en premier cas, il y a plus de sang qui passe vers la région inflammée. Il y a une formation d'œdème ou gonflement. Ben, on se cogne la tête, par exemple,
et la région gonfle, elle devient un peu rouge, elle devient aussi plus chaude, ça se réchauffe parce qu'il y a plus de sang qui passe et ça devient douloureux. Pas seulement ça devient douloureux, mais aussi toute stimulation de cette région est plus sensible. Si on a un gonflement au niveau de la tête parce qu'on s'est frappé contre un mur et qu'après, on se passe les doigts pour se peigner un peu, ça risque de faire mal. On devient hypersensible. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on est devenu un peu plus proche de ce seuil. Mais ce qui est important, c'est que cette hypersensibilité est locale. C'est-à-dire, là où on a l'inflammation, on devient plus sensible, pas ailleurs. Cette inflammation peut être locale dans une articulation seulement. Les personnes qui ont de l'arthrite, souvent, ils ont des articulations des doigts qui, de façon isolée, s'inflamment. Mais parfois, ça peut avoir un impact sur plusieurs articulations. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces caractéristiques de l'inflammation vont rester locales à l'endroit où l'inflammation a lieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique. Mais il y a un autre genre de sensibilisation qu'on appelle la sensibilisation centrale. Et cette sensibilisation centrale a lieu quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans les circuits de notre détecteur d'alarme. Qui ne marche pas, ce n'est pas correct, excusez-moi. Quand il y a quelque chose qui se sensibilise, en fait, parce que c'est un phénomène physiologique, ça peut nous arriver même quand on est en pleine santé, on n'a aucune douleur chronique, mais ça a à voir avec les circuits internes de notre système d'alarme. C'est comme si on pouvait aller dans l'alarme et on pouvait régler pour que ce devient plus sensible et pour qu'avec une concentration plus basse de vapeur, de fumée, la douleur se déclenche ou l'alarme se déclenche. En fait, ce système central d'alarme chez nous, c'est la moelle épinière et le cerveau. Et la sensibilisation centrale, c'est un phénomène qui a été étudié pendant les dernières 40 ans et qu'on peut expliquer plus ou moins comme un phénomène physiologique et qu'on sait qu'il est très relié aussi au développement de la douleur chronique. Donc, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça marche ou comment est-ce qu'on pense que ça marche jusqu'à présent. Imaginez-vous que vous avez une blessure qui ne guérit pas. Par exemple, vous vous êtes fait mal au dos par un mouvement dans votre travail et vous continuez à faire le même mouvement parce que vous devez le faire. Donc, ça vous fait mal, mais vous n'avez pas le choix. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que les messages douloureux, ils sont continus. Ils se répètent constamment et ces messages douloureux atteignent le système nerveux central, surtout au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, ces messages douloureux, en fait, sont amplifiés. Il y a un phénomène qu'on appelle la sommation. C'est comme si on additionnait à chaque fois qu'il y a un nouveau message douloureux, il n'est pas comme le précédent. Il va être un peu plus intense que le précédent. Donc, cette sommation fait que, en fait, on perçoit la douleur comme plus intense, mais aussi pendant plus de temps. En plus de ça, quand on répète un message d'une façon très, très constante, très, très répétée, imaginez-vous que je vous dis un numéro de téléphone là et on le répète 50 fois. C'est très probable que vous allez apprendre, vous allez mémoriser ce numéro de téléphone, vous allez l'apprendre par cœur. Mais en fait, des messages comme la douleur agissent d'une façon très similaire. Quand on répète un message douloureux, on crée ce qu'on appelle une plasticité neuronale qui a été pas mal recherchée au niveau de la moelle épinière. Et cette plasticité, c'est équivalent à une mémoire. On apprend cette douleur, ce qui veut dire que des stimulus qui vont nous rappeler à cette douleur vont nous sensibiliser très rapidement et vont peut-être nous faire percevoir de la douleur plus facilement qu'avant. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux juste vous expliquer un des phénomènes qui est quand même pas mal étudié dans les recherches en douleur. C'est ce qu'on appelle la sommation de la douleur. Comme je vous disais avant, la douleur se rajoute. Donc ici, ce graphique montre une expérience qui est très courante. On utilise des stimulations électriques, un stimulus, comme vous voyez ici. Le stimulus, on le fait une fois, on arrête, on le refait, on arrête, on le refait, on arrête. Donc, il y a une certaine fréquence. Quand on fait ce stimulus, ici, c'est la réponse du patient, de la personne qui n'a pas de douleur et qui a de la douleur chronique. La réponse, c'est-à-dire quelle intensité on perçoit de douleur. Donc, avec le premier stimulus, on perçoit une douleur X, puis après, on redescend. Mais avec le suivant stimulus, en fait, ce qu'on voit,
c'est qu'on perçoit une douleur qui est un peu plus élevée que la précédente. À la troisième fois, elle est encore un peu plus élevée. À la quatrième fois, elle est encore un peu plus élevée. En fait, ceci est physiologique totalement. Si moi, je commence à me faire mal comme ça, avec une fréquence déterminée, il y a un moment donné où ça va me faire de plus en plus mal. C'est une façon que notre cerveau a de dire, allez, arrête de faire ça. Arrête de faire cette stupidité, tu vas finir par te faire vraiment mal. C'est ce qu'on appelle la sommation temporelle. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que chez des personnes qui ont de la douleur chronique, on voit que cette sommation temporelle, vous voyez que le rouge est un peu plus élevé que le bleu, et qu'en fait, le deuxième message, le deuxième rouge est un peu plus élevé, encore un peu plus élevé. C'est comme si cette sommation temporelle était plus sensible. Mais qu'aussi, une fois qu'on arrête, là, il n'y a plus de stimulus, on arrête l'électricité, et ça prend plus longtemps pour revenir à la ligne de base. Donc, ceci peut expliquer certains des mécanismes de douleur chronique, pas tous, mais c'est des changements qu'on voit surtout, comme je vous disais, dans la moelle épinière. Donc, c'est comme si notre système nerveux central, quand on a de la douleur chronique, il est devenu plus sensible à certaines stimulations. Plus sensible que pour d'autres personnes, mais aussi plus sensible que pour nous avant d'avoir développé cette douleur chronique. Comment est-ce qu'on arrive à ça? On ne le sait pas, mais il y a certaines hypothèses. Par exemple, il paraît que l'inflammation peut jouer un rôle parce que l'inflammation aussi, elle peut persister dans le temps. A priori, si on se fait une blessure, l'inflammation dure de 2-3 jours à une semaine maximum. Puis après, ça devrait revenir à une ligne de base sans inflammation. Mais c'est vrai qu'on a détecté chez certaines personnes, ça a été pas mal étudié par exemple pour des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, qu'une inflammation plus faible, d'une intensité plus faible, peut persister dans le temps. Ce n'est pas la même chose que si je me frappe la tête en ce moment contre la porte, je vais avoir une inflammation aiguë plus importante, une douleur plus forte. L'inflammation persistante dans le temps, elle est beaucoup plus faible, mais c'est comme si elle nous faisait devenir un peu plus sensibles à la douleur. Ce qu'on sait par rapport à ça, c'est que le le système immunitaire, c'est celui, en fait, l'inflammation en général est déclenchée par notre système immunitaire. Dans ce cas, dans les cas où il y a une inflammation à faible intensité mais persistante, c'est comme si le système immunitaire, il surréagissait, il était plus sensible. Et quand il est plus sensible, il a tendance à libérer des substances qu'on appelle des cytokines. C'est un peu représenté ici à droite. Ceci représente une cellule du système immunitaire. Si elle est plus sensible, elle a besoin de moins de stimulus pour libérer les cytokines. Et les cytokines, elles ont un impact sur certaines cellules. Ce qu'on a vu sur pas mal d'expériences, c'est que nos cellules du système nerveux central, surtout ça a été étudié chez les animaux, mais on pense que ça peut avoir lieu chez l'humain aussi, elles seraient sensibilisées davantage par la libération de cytokines au niveau du système nerveux. Donc, c'est que, OK, l'inflammation continue, pas top, mais en plus, le fait que l'inflammation continue, ça a un impact sur nos cellules du système nerveux central de façon qu'elles deviennent davantage plus sensibles. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, l'inflammation joue aussi un rôle. On n'a pas arrivé à connecter toutes les pièces, mais on commence à comprendre un peu mieux toutes ces pièces-ci. Et en fait, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est suffisant le fait que j'ai une inflammation continue pour expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que l'inflammation soit répétée? On ne sait pas bien, on ne comprend pas bien les mécanismes, mais en fait, on sait que notre propre système nerveux a des mécanismes qui servent à régler ce détecteur, à le réparer de temps en temps, à le faire plus ou moins sensible dépendant des circonstances. C'est ce qu'on appelle le système de modulation de la douleur. C'est comme si, avec une certaine fréquence, il y a un système à l'intérieur de notre système nerveux central qui pourrait nous rendre un peu plus sensibles, un peu moins sensibles. Si on est devenu plus sensible, il nous ferait retourner jusqu'à une ligne de base normale, ou si on est moins sensible, au contraire. C'est comme si on recevait des visites régulièrement de quelqu'un qui vient réparer le détecteur pour s'assurer que le senseur n'est pas trop sensible et que l'alarme ne se déclenche pas sans raison, ou au contraire. Surtout pour les alarmes, ça serait plutôt important qu'elle n'est pas trop peu sensible. Sinon, on pourrait avoir une accumulation de fumée
sont une réponse rapide du détecteur. Ce système de réglage, c'est ce qu'on appelle, comme je vous disais avant, le système de modulation de la douleur. Je vais vous expliquer ça aussi très rapidement parce qu'il y a beaucoup de détails sur ça, mais quand on perçoit une douleur, par exemple, on se fait mal au doigt, il y a des messages, comme nous avons parlé avant, qui sont transmis ici en rouge jusqu'au cerveau. Le cerveau, il peut décider, le cerveau et d'autres parties du système nerveux central, si on veut que le message soit amplifié ou atténué. Et pour ça, il utilise des neurones qui descendent et qui reviennent vers l'extérieur pour nous sensibiliser plus ou moins. Et ces systèmes, ils sont présents chez l'humain et chez beaucoup d'animaux. Ça nous aide à survivre et à nous adapter à différentes circonstances qui peuvent potentiellement être dangereuses ou pas pour, pour survivre à la fin. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que ce système de réglage peut aussi tomber en panne, peut aussi fonctionner d'une façon pathologique. Et on a vu chez certaines personnes qui souffrent de la douleur chronique que c'est le cas. On a vu qu'il y a certains facteurs qui ont une influence sur ce système. Par exemple, nos mémoires de douleur, dont on a parlé avant, la plasticité. Au plus de plasticité de douleur, au plus probable que ce système ne marche pas aussi bien. Nos expériences passées, c'est-à-dire cette fois-ci notre mémoire vraiment associée à « oh, quand j'ai fait ça, j'ai eu mal », donc du coup, on va être prédisposé à s'attendre à avoir mal avec certaines activités. Donc, notre cerveau nous dit « OK, il faut sensibiliser parce que si on fait cette activité-là, on va avoir mal ». Et comme ça, on va pouvoir échapper plus facilement de ce stimulus douloureux. Notre attention aussi. Au plus on prête attention à quelque chose qui peut nous faire mal, au plus on va se sensibiliser. Nos émotions aussi, surtout les émotions négatives, ont tendance à nous rendre plus sensibles à des choses qui peuvent aussi nous faire mal. Nos pensées par rapport à si on pense que quelque chose peut nous faire mal, même si on n'a pas eu d'expérience passée, c'est plus facile qu'on soit sensibilisé envers le stimulus que ceci peut créer. Donc, il y a quand même pas mal de choses centrales au niveau du cerveau qui ont été étudiées et qu'on sait qui peuvent nous rendre un peu plus sensibles, qui peuvent augmenter cette sensibilisation centrale. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Quelles sont les conséquences si ce détecteur se dérègle, si on n'a pas suivi les visites de réparation et qu'il ne marche pas bien? Mais en fait, ceci est un cadre qui est vraiment très général. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la douleur chronique et qui n'ont même pas la moitié de ces symptômes, mais c'est des symptômes que nous savons peuvent être reliés à la sensibilisation centrale. Par exemple, imaginez-vous, vous avez quelque chose qui ne va pas au niveau du genou, vous avez vraiment une blessure au niveau du genou, knee pathology, comme il est écrit ici. En fait, cette blessure peut donner lieu à une douleur qui se répand pas seulement au genou, mais qui se répand à plusieurs endroits de la jambe. Parfois, ça peut passer à l'autre jambe. Parfois, ça peut alterner d'une jambe à l'autre. Parfois, ça peut commencer à monter vers le haut. Pourquoi? Parce que cette blessure au niveau du genou a créé une sensibilisation de nos systèmes nerveux, pas seulement au niveau périphérique, mais aussi au niveau central. En fait, ça peut aussi se mesurer en mesurant des seuils, en mesurant quels sont nos seuils de sensibilité. Et pas mal d'études sont déjà aussi dédiées à étudier les seuils mécaniques, c'est-à-dire quel degré de force on peut appliquer avant de percevoir une douleur chez des personnes qui ont de la douleur chronique. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement les régions atteintes par la douleur chronique sont plus sensibles, mais aussi d'autres régions du corps deviennent aussi plus sensibles à ces stimulations. Parfois, il y a des personnes qui souffrent de la douleur chronique qui développent aussi une sensibilité aux odeurs, ou une sensibilité à la lumière ou à d'autres stimulus qui ne sont pas nécessairement reliés à la douleur. Tout ça peut s'expliquer, au moins partiellement, avec ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Et si le détecteur se dérègle, c'est possible qu'on souffre d'une douleur chronique primaire, comme je vous ai parlé avant. La douleur
et surtout au niveau lombaire, mais en fait, ce n'est pas la région lombaire qu'on doit traiter, mais si on peut, l'idéal, ça serait d'adresser cet excès de sensibilisation centrale. C'est un des plus grands focus de la recherche présente en douleurs chroniques, pour les douleurs chroniques primaires. Un très bon exemple est la fibromyalgie, parce qu'en fibromyalgie, c'est à peu près tout le corps qui devient sensible. C'est une douleur qui est généralisée, mais ça ne veut pas dire que toutes nos articulations, tous nos muscles sont endommagés et ne marchent pas. Mais qu'il y a quelque chose au niveau du système nerveux central qui rend toutes ces régions pour lesquelles on souffre de la douleur, qui les rend plus sensibles. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a des études plus récentes qui ont vu que pour certaines arthrites, pour l'arthrite rhumatoïde, pour l'ostéoarthrite ou l'arthrose, et aussi pour les douleurs associées au cancer, que la sensibilisation centrale est un des phénomènes qui aussi mène à ces douleurs chroniques dans le temps. Et pourquoi est-ce que tout ça est important? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça? Là, je m'emmène vers ma conclusion. En fait, on sait que ces mécanismes centraux peuvent jouer un rôle très important dans beaucoup de syndromes de douleurs chroniques, incluant des douleurs chroniques primaires et secondaires. On sait de nos jours que ces mécanismes contribuent peut-être à la transition entre la douleur aiguë et chronique. Donc, idéalement, si on pouvait les modifier, on pourrait arrêter ou prévenir le développement de la douleur chronique avant qu'elle arrive. Mais aussi, on pourrait diminuer la perception de douleur chronique quand la douleur s'est déjà installée. Mais aussi, on sait que ces mécanismes contribuent aussi au développement de l'incapacité, de handicap relié à la douleur chronique. Donc, même si on ne pouvait pas diminuer la douleur, mais qu'au moins la personne qui souffre de cette douleur peut, euh, peut, peut avoir une vie plus, plus normale, moins dépendante par rapport à cette douleur chronique. En outre, d'autres facteurs, évidemment, qui sont là, mais la sensibilisation centrale semble être un des phénomènes les plus importants. En plus, je vous dirais pourquoi c'est important, parce que si on connaît ces mécanismes, ça peut aussi nous donner une explication par rapport à ce qui nous arrive. Ce n'est pas une explication parfaite, on n'est pas arrivé au bout, mais ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Ça nous permet de comprendre aussi pourquoi certains de nos soignants sous-estiment notre douleur et pourquoi ces soignants et ces professionnels de la santé devraient avoir une connaissance plus en profondeur de ces phénomènes de sensibilisation centrale pour mieux traiter leurs patients. Ça peut aussi nous aider à comprendre quels facteurs contribuent et donc, dans ce cas, au moins traiter les facteurs qui contribuent au développement de la douleur. Ça nous permet de comprendre pourquoi certains traitements ne marchent pas s'ils n'adressent pas la sensibilisation centrale. Par exemple, les anti-inflammatoires classiques, en général, pour beaucoup de syndromes de douleur chronique, soulagent très peu de cette douleur. Permet donc d'identifier peut-être des traitements qui vont marcher mieux si ces traitements sont capables de cibler la sensibilisation centrale, si on est capable de la changer, et en même temps d'éviter des traitements qui peuvent être inutiles, notamment quand ces traitements sont très invasifs. Moi, l'exemple le plus important que je vois, c'est quand on essaye de traiter une lombalgie, une douleur lombaire chronique, avec simplement une chirurgie. On va enlever l'hernie discale et tout va se soulager après. Malheureusement, le pourcentage de chirurgie qui ne marche pas dans ces cas est très, très important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Peut-on réparer ce détecteur de fumée qui ne marche pas? Je vais vous proposer certaines stratégies très simples. Je ne vais pas vous donner une solution ici. Encore, je ne la connais pas, mais on sait qu'on peut, par exemple, réduire la stimulation périphérique, donc ce qui stimule notre récepteur, notre détecteur, pardon, de fumée. Comment est-ce qu'on peut réduire tout ce que stimule notre récepteur? Bon, le mouvement, notre posture peut avoir un impact. Donc, par exemple, l'exercice physique est une stratégie très importante. Certaines thérapies manuelles, par exemple, dans mon cas, je suis biaisé, la chiropratique, mais bien sûr, la kinésithérapie, l'ostéopathie, si ça marche pour vous. Ce qu'on appelle une contre-stimulation, c'est-à-dire parfois des
des stimulations électriques comme le TENS, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà essayé, peut aider à réduire ces stimulations périphériques. C'est certaines stimulations électriques qui vont combattre les fibres qui transmettent la douleur. Et bien sûr, certains médicaments analgésiques. Donc ça, c'est une façon, mais ce n'est pas suffisant. Probablement, il faut qu'on réduise ou qu'on, d'une façon, adresse l'inflammation. L'exercice physique est une des meilleures stratégies pour réduire l'inflammation au niveau global, mais aussi peut-être l'application de chaleur, de froid, notre alimentation qui peut aussi avoir un impact sur l'inflammation. Je suis certain que vous avez déjà au moins entendu parler de ça. Ce n'est pas mon champ d'expertise, mais je pense que c'est quelque chose à regarder. Et bien sûr, certains médicaments anti-inflammatoires qui peuvent aussi aider pour l'inflammation à long terme, mais aussi essayer de réduire l'impact au niveau plutôt central, réduire l'attention qu'on prête à la douleur et les émotions négatives reliées à la douleur. Il y a certaines thérapies psychologiques qui marchent très bien, il y a la méditation, le mindfulness qui peut dévier cette attention. Il y a des pratiques de distraction, il y a beaucoup de patients de douleurs chroniques m'ont parlé au cours des années de choses qu'ils font qui leur permettent de leur distraire de la douleur chronique. Danser, chanter, etc. Trouver quelque chose qui nous permet de prêter attention ailleurs. Mais aussi si on peut trouver des médicaments qui auraient un impact sur le système nerveux central pour modifier cette sensibilisation. Donc avec ça, je termine. C'est vrai qu'il y a cette diapositive, je voulais l'inclure aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce graphique ici à droite. En général, on parle aussi beaucoup de tout ce qui peut nous aider à avoir plus d'énergie. C'est vrai que ce sont des conseils qui peuvent servir pour toutes les maladies, pas seulement pour la douleur chronique. Réduire le stress, réduire l'anxiété, apprendre à mieux respirer, apprendre à mieux se reposer. Mais c'est vrai que parfois, quand on a une douleur chronique, le repos n'est pas facile parce qu'on ne dort pas bien, parce qu'on a mal au lit, on ne trouve pas une bonne position. Donc, je ne veux pas trop me centrer sur ça, mais savoir que tout ce qui peut nous mener à avoir plus d'énergie peut aussi influer notre douleur chronique et notre sensibilisation centrale. Donc, j'ai pour vous 3 questions pour voir si vous avez un peu suivi ce que je vous ai raconté. Si ça ne vous dérange pas d'écrire sur le chat quelle est la réponse que vous pensez la correcte. Donc, quelle proportion de la population globale souffre-t-elle de douleurs chroniques? Si vous pouvez écrire sur le chat votre réponse A, B, C ou D, et après on verra bien. Pas après parce que je vais vous donner la réponse tout de suite pour passer au suivant. Merci, je vois déjà qu'il y a quelques réponses. Super. OK, je pense que ce n'est pas trop difficile. Laquelle des affirmations suivantes est correcte? La sensibilisation centrale est un phénomène qui nous rend plus sensibles aux émotions. Ou B, les émotions n'ont aucune influence sur la douleur. La plupart des douleurs chroniques sont provoquées par des hernies discales. Les douleurs au dos sont la présentation la plus fréquente de douleurs chroniques. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la bonne réponse? Je vais aussi passer plus ou moins rapidement. Je pense que vous saviez aussi, pas trop difficile. Et la dernière, il y a plusieurs réponses qui sont correctes. Selon les recherches les plus récentes que je vous ai présentées, lesquelles de suivantes options peuvent avoir une influence sur la douleur chronique? Excusez mon français. Donc, écrivez une ou plusieurs solutions ici, si vous voulez. Je vous remercie et pour vous remercier, je dois vous donner quand même les solutions. Toutes sont correctes. Je vous remercie et je remercie aussi, bien sûr, mes directeurs de recherche et Zoa Deldar, qui est ma femme, ma conjointe, mais aussi une inspiration au niveau de la recherche. Merci beaucoup.